Alors, et si toute une société pouvait être construite sur seulement 3 droits fondamentaux? C'est la proposition, assez audacieuse il faut le dire, d'un document philosophique de 2013, la Déclaration universelle des droits naturels. Aujourd'hui, on va explorer sa logique, vraiment, couche par couche. Tout commence ici, avec cette affirmation de l'article 1er, qui peut paraître simple, mais qui est en fait radicale. Ce n'est pas juste une belle phrase, non, c'est la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. L'idée de base, c'est que la liberté et l'égalité ne sont pas des cadeaux de l'État, mais notre état naturel, dès la naissance. Pour bien comprendre cette vision, on va suivre sa logique en 5 étapes. On va partir de l'individu et voir comment, pas à pas, toute une conception de la société se met en place. Alors, commençons par le début, la pièce maîtresse de tout cet édifice. L'individu souverain. C'est lui le fondement de tous les droits. L'idée centrale ici est vraiment simple. Tout, absolument tout, part de l'individu. Avant l'État, avant même la communauté, il y a la personne. Et dans cette optique, les droits ne sont pas une concession du pouvoir, ils sont inhérents à notre existence même. Bon, si l'individu est la fondation, sur quoi reposent ces droits, concrètement? La déclaration répond avec 3 piliers centraux. La vie, la liberté et la propriété. L'article 2 les énonce très clairement. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas juste de les nommer, c'est la façon dont cette déclaration les définit et, surtout, les relie entre eux. Allons voir ça de plus près. Le premier pilier, la vie. Il est défini par un concept très fort, la propriété de soi. L'article 3 est sans détour. Notre vie nous appartient, à nous et à nous seuls. Ça établit une souveraineté totale sur notre propre corps et notre existence. Ensuite, la liberté. Attention, ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi sans aucune limite. C'est le droit d'agir avec ce qui nous appartient, mais avec une fronture très claire, les droits identiques des autres. C'est une vision d'une liberté maximale, oui, mais qui peut coexister pacifiquement. Et enfin, la propriété. Ici, elle est définie de manière très large. Il ne s'agit pas juste de terrain ou d'objets, non. Il faut y penser comme le fruit de son temps, de son énergie, de son talent. Dans cette logique, ce que l'on produit est une sorte d'extension de soi-même, ce qui en fait un droit inviolable et sacré. Ok, une fois ces droits posés, la question qui se pose, c'est comment on s'assure qu'ils sont respectés entre les individus. La déclaration propose une solution d'une simplicité presque désarmante. 3 interdictions fondamentales. La structure ici est d'une élégance logique. Les articles 6, 7 et 8 sont le miroir parfait des 3 droits qu'on vient de voir. Pour chaque droit, il y a une interdiction limpide. Ne pas utiliser la force contre la vie, la liberté et la propriété d'autrui. C'est un code de conduite minimaliste mais extrêmement puissant. Mais alors, quel est le rôle de la société et de la justice dans un système pareil? Eh bien, la déclaration leur donne une mission très précise. Un objectif unique. La réponse est radicalement minimaliste. Le seul et unique but de la société, d'après l'article 9, c'est de protéger ses droits naturels. Point. Rien de plus. Et la justice? Son seul objectif? Réparer les dommages causés à la propriété. Tout le système est pensé comme un bouclier pour l'individu. D'accord, mais comment être sûr que ce système, créé pour protéger les droits, ne finisse pas par les violer lui-même? C'est là qu'intervient la dernière pièce du puzzle, les garanties de la liberté. Ces articles, ils établissent un équilibre qui est absolument crucial. D'un côté, l'individu a des droits. De l'autre, le système a des devoirs. Le droit à la présomption d'innocence face au devoir du système de garantir un procès équitable. Le pouvoir est clairement et strictement encadré. Et voilà le mécanisme de sécurité ultime, l'article 16, qui pose la déclaration elle-même comme norme suprême. Au sein de cette philosophie, n'importe quelle décision qui irait contre elle est, par définition, invalide. C'est le garde-fou final. On a donc vu une logique complète se dérouler. Un individu souverain doté de 3 droits fondamentaux qui est protégé par une société dont l'unique mission est de les préserver. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. À quoi ressemblerait réellement une société dont le seul et unique but déclaré serait la protection de la propriété de chacun? La question, elle, reste ouverte.